de ces sujets, se retrouver voilà, pour en débattre. Et donc je remercie tout particulièrement, tout et très chaleureusement, à la fois Stéphane d'avoir initié ce cycle, mais surtout ceux qui ont accepté de se prêter à cette première, en premier lieu Didier Ottinger, qui est directeur adjoint du Centre Pompidou et le commissaire de l'expo Francis Bacon, que vous pouvez toujours aller voir au Centre Pompidou et qui a été à l'origine de ces discussions. François Blanc, qui est le directeur de l'agence Communicart, et Marion Bataillard, qui est artiste, voilà, qui nous donnera son point de vue. Je l'éclipse, très bons échanges. Après la présentation des intervenants, il y aura forcément un moment d'échange avec vous dans la salle. Très bonne soirée. Merci beaucoup Marianne, merci à la DGP de nous recevoir, merci à Marianne, merci à Marlène et ses équipes d'avoir organisé cette rencontre. Merci à vous d'être venus pour cette première. D'un débat, effectivement, cette idée de ce cycle de rencontre est venue du fait qu'on aime débattre. Enfin, moi j'aime débattre, j'aime la controverse. Aujourd'hui, le débat s'est largement transporté vers les réseaux sociaux, donc ça favorise certes le débat, mais un débat en général assez âpre, où on prend pas forcément le temps de se convaincre, mais plutôt de s'invectiver. Et l'idée était très simplement de se retrouver tous ensemble, physiquement, pour discuter de ces sujets d'actualité qui nous passionnent, nous qui sommes des amoureux de l'art. Donc pour ce premier débat, effectivement, dans les sujets qui étaient dans l'actualité, qui sont importants pour nous, justement, qui avons cet amour de l'art, il y avait celui de la médiation des expositions en général, et notamment à propos de l'exemple qui nous est donné par l'exposition Bacon en toutes lettres, qui est actuellement visible au Centre Pompidou. Alors pour discuter de ces sujets, j'ai réuni effectivement ce très beau plateau. Je remercie les intervenants de se prêter au jeu de cette première et d'être venus discuter avec vous. Je vous les présente par ordre alphabétique et également de la gauche à la droite pour vous qui les regardez. Donc d'abord Marion Bataillard. Bonsoir Marion, qui est une artiste peintre, qui a étudié à l'école des arts de Strasbourg, mais aussi à Leipzig et diplômée des Beaux-Arts de Paris. Non? Non, pas Paris. Ah, mais tu as étudié aux Beaux-Arts de Paris aussi? Non. Ah bon? D'accord. Il me semblait pourtant avoir vu ça dans ton dossier. Tu es, en tout cas, ça ne m'étonne pas d'ailleurs que tu sois diplômé des Beaux-Arts de Paris, puisque tu as une très bonne technique de peinture. Ah, c'est une blague. Marion est une artiste, peintre figurative, qui recourt volontiers à l'autoportrait. Dans les tableaux, forme une sorte de suite d'autobiographie romancée, je dirais, qui s'appuie sur cette technique traditionnelle, mais en même temps sur des audaces très contemporaines. Les dernières expositions personnelles, tu peux toujours me reprendre, hein, Marion, si je me trompe, étaient Inévitable clairière amie à la galerie Guido Romero Pierini à Paris, une exposition dans une galerie nomade dans le 3e, aussi le Centre d'Art Les Églises à Chelles, des expositions qui malheureusement viennent de se terminer. Tu as eu aussi des prix prestigieux, à commencer en 2015 par le Grand Prix du 60e Salon de Montrouge, qui t'a valu d'exposer ensuite au Palais de Tokyo. Tu as eu aussi en 2016 le très bon prix Antoine Marin d'Arcueil. Et tu es aussi commissaire d'exposition. Ça m'arrive. Voilà, 2 fois je crois, tu peux toujours me reprendre. Et la dernière fois c'était à la Galerie Jeune Création, à la Fondation Fiminco à Romainville, une exposition qui là aussi s'est terminée, qui a duré peu de temps en novembre et qui s'appelait Nous qui désirons sans fin, qui réunissait d'ailleurs plutôt des artistes qui n'étaient pas des peintres, en tout cas pour une bonne moitié d'entre eux, dont Bertrand Dezoteux, Alice Guittard et Baptiste Rabichon. François Blanc ensuite, qui est un spécialiste de la communication. Bonsoir François. Là aussi tu peux me reprendre hein, si je me trompe, mais j'ai lu qu'après avoir travaillé pour les éditions La Rivière, qui éditaient notamment Moto-Revue, Rock et Folk, tu étais devenu rédacteur en chef et directeur de création de plusieurs magazines que tu avais parfois contribué à lancer, comme Télécassette et surtout le magazine automobile Nitro. Tu as fondé en 85 Créapresse, qui était une agence de communication écrite et multimédia, là aussi qui a édité de nombreux journaux d'entreprise, et ainsi ce qu'on appelle des consumer magazines pour Apple, Sony, Microsoft, etc. Et en 2004, ce qui te vaut plutôt d'être ici, que ta passion pour le rock'n'roll et les grosses voitures, tu as fondé Communicart, qui se présente comme la première agence conseil en communication globale dédiée à l'art et à la culture. Donc c'est à la fois une agence de conseil en communication, relations presse, e-réputation et réseaux sociaux. Et tu conseilles des acteurs de la culture, de l'art, du design et aussi des entreprises qui communiquent par l'art. Parmi tes clients, le CNAP, la Fondation Henri Cartier-Bresson, Parcours des Mondes, Emerige, et tu conseilles également de nombreuses galeries, dont Daniel Templon, et tu t'occupes de la communication du Salon Galeriste, ce dont je te remercie.
Didier Oettinger, enfin, qui est ici à votre droite, conservateur général du patrimoine, directeur adjoint Marianne Naldi du Musée national d'art moderne. Donc Didier a commencé en 88 en prenant la direction du musée des Sables d'Olonne, où il prenait la suite de Didier Semin. Et il a organisé une programmation très riche, notamment dédiée à la pensée de Georges Bataille, qui a des liens avec la ville des Sables d'Olonne. On se rappelle des expositions Une autre histoire de l'œil en 91 et Aptiche en 93, mais aussi des expositions personnelles qui ont fait date, notamment, je rappelle, les œuvres sur papier de Philippe Guston en 95. Je crois que c'était peut-être la première exposition personnelle de Philippe Guston en France. En 96, Didier Oettinger rejoint le Centre Pompidou avec une série mémorable de 7 expositions consacrées aux péchés capitaux dans les galeries du musée, je crois que ça s'appelait à cette époque, qui était déjà accompagné de livres qui faisaient la part belle à la littérature. Beaucoup de romanciers, d'écrivains qui sont intervenus dans ces catalogues. Peinture et littérature ne cessent depuis lors de dialoguer dans les expositions que Didier Oettinger organise, comme Philippe Guston en 2000, pour lequel tu avais obtenu un texte de Philippe Roth dans le catalogue, mais aussi souvent autour du surréalisme, qui est une des spécialités que tu comme le surréalisme et l'objet en 2012, ou Magritte, la trahison des images, en 2016 au Centre Pompidou, qui était déjà consacré finalement à des relations entre Magritte et les philosophes. Tu organises régulièrement des grandes expositions à l'étranger, en France, notamment au Grand Palais au Centre Pompidou, où tu as orchestré quelques-uns des plus grands succès publics de ces dernières années, dont Edward Hopper en 2013 et David Hockney en 2017 au Centre Pompidou. Donc voilà, maintenant que vous connaissez par cœur ces intervenants qui ne m'ont repris qu'une fois, je voudrais revenir sur l'exposition Bacon en toutes lettres, donc, qui nous donne l'occasion de nous réunir ce soir, qui est la première exposition consacrée à Francis Bacon à Paris depuis 23 ans, actuellement visible au Centre Pompidou, et qui est marquée par des partis pris de commissaires très forts, puisqu'en effet, l'exposition est centrée sur les 20 dernières années de la production de Francis Bacon, 71-92, et qu'elle prend comme angle la relation de Francis Bacon à la littérature. Donc entre les salles qui présentent des tableaux de grand format, souvent des triptyques parmi les plus célèbres de Bacon, il y a des salles d'écoute qui permettent d'entendre des extraits des grandes œuvres littéraires qui l'ont marqué de manière profonde et durable. 6 auteurs sont ainsi convoqués: Eschyle, Nietzsche, T.S. Eliot, Michel Leiris, Joseph Conrad et, Georges Bataille. Chaque salle d'écoute comprend l'exemplaire du livre, elle est totalement blanche, comprend uniquement le son, le dispositif sonore, et l'exemplaire du livre qui est issu directement de la bibliothèque personnelle de Francis Bacon, et on ne lit pas, mais on entend un extrait de texte qui est lu en français par un comédien choisi par Mathieu Amalric et en anglais toujours par Jean-Marc Barr. Il y a une 60aine de toiles dans l'exposition, dont 12 triptyques, qui sont donc présentés sans aucun accompagnement pédagogique apparent, visible. Il n'y a par exemple ni document ni vitrine, seulement les tableaux et la reconstitution miniature de l'atelier de Francis Bacon par Charles Maton, ainsi qu'un extrait d'un entretien filmé avec l'artiste. Il y a des cartels dans cette exposition, mais il mentionne seulement les titres, les dates et les provenances des œuvres. Cette absence de texte de salle, comme on dit, ou de panneaux de salle, ou de cartels développés, suivant le jargon de la médiation qui s'est fortement accru ces dernières années, était remarquée et commentée. Certains s'en sont réjouis, comme Roxana Azimi dans le quotidien de l'art, le 12 septembre, je la cite: « Ce choix radical place le visiteur dans une posture dont il avait perdu l'habitude. Regardez les tableaux. Utiliser son cerveau droit plutôt que gauche. Ce reflux de la réflexion au profit de la sensation mérite de faire école. Non que le cartel descriptif ou informatif soit superflu, c'est en principe le premier recours du visiteur égaré ou effaré quand il se sent perdre pied, mais, et c'est regrettable, il a pris de l'ampleur, beaucoup d'ampleur, comme s'il fallait tout contextualiser, tout historiciser, tout asséner, et dissiper à coup de référence le mystère de la création. » A l'inverse, d'autres commentateurs, tout aussi nombreux, le déplorent, comme Fabien Simode, le rédacteur en chef de la revue L'Œil, dans sa chronique sur TSF Jazz du 30 septembre. Enfin, je le cite, enfin une exposition sans explication, rien que de la peinture, juste de la peinture, se sont extasiés des amateurs sur les réseaux sociaux. L'art, selon eux, n'aurait besoin d'aucune explication. Ce à quoi d'autres visiteurs répondent qu'une exposition ne devrait pas s'adresser à quelques élus, mais à tout le monde, aux non-initiés comme aux étudiants et à ceux qui voudraient tout simplement comprendre. Personnellement, j'appartiens à cette deuxième famille de visiteurs. Pour moi, l'exposition Bacon est autant une réunion d'œuvres d'art à contempler que le propos ou la démonstration d'un commissaire. Et un propos, cela s'explique. Autrement,
Comment savoir que Bacon, qui se sentait coupable du suicide de son amant George Dyer, pensait en peignant au texte de l'Orestie d'Échille qui parle des crimes d'Oreste? Donc là, je campe un petit peu les deux camps, que nous allons essayer de représenter ce soir et de discuter. Et en effet, si on fait une brève revue sur les réseaux sociaux des arguments des uns et des autres, on voit que ce que Roxana Azimi a appelé, c'était le titre de son édito, le paradoxe du cartel, ou ce que Fabien Simone appelle la guerre des cartels, fait effectivement rage. Certains, comme vous l'avez entendu, défendent la primauté de la sensation, la rencontre avec le mystère de l'œuvre, tandis que d'autres déplorent le snobisme d'une élite déjà acculturée qui cultive un entre-soi. Le débat, on comprend, s'inscrit donc dans la mise en perspective de la fonction sociale du musée évidemment, puisqu'on est en France, dans un contexte un petit peu post-marxiste, et on ne peut pas ne pas penser à Pierre Bourdieu, qui en 1966 publiait avec Alain Darbel aux éditions de Minuit une étude sur les musées d'art européens et leur public qui s'intitulait justement « L'amour de l'art ». Basé sur une série d'enquêtes, le propos en était résumé en ces termes par les auteurs dans la conclusion. Si l'amour de l'art est bien la marque de l'élection séparant comme par une barrière invisible et infranchissable ceux qui en sont touchés de ceux qui n'ont pas reçu cette grâce, on comprend que les musées trahissent dans les moindres détails de leur morphologie et de leur organisation leur fonction véritable qui est de renforcer chez les uns le sentiment d'appartenance et chez les autres le sentiment de l'exclusion. Il me semblait donc que ce débat important devait être posé en profondeur et en public. Par ailleurs, je crois que c'est la première fois que le commissaire de l'exposition, Didier Ottinger, va s'exprimer sur ce choix qu'il a fait justement dans l'exposition Bacon en toutes lettres, de faire l'impasse sur le dispositif de médiation visible. Donc Didier, peut-être qu'on pourrait commencer par là, si tu voulais bien nous expliquer comment parce que dans d'autres expositions que tu as organisées, à commencer par les dernières, celle de Hockney, mais je pense même principalement à celle d'Edward Hopper au Grand Palais, il y avait de nombreux textes de salle. Alors pourquoi dans cette exposition-ci, tu as pris le parti qu'il n'y ait pas de dispositif de médiation visible? Alors je vais commencer par annoncer ce qui sera peut-être ma conclusion et la chute finale, une réponse à Bourdieu en citant un texte de Gilles Deleuze. Je pense que ce sera le dernier mot de l'affaire. On y arrivera au fil du temps. Moi, j'avoue que j'ai été absolument sidéré, mais vraiment sidéré. Je suis tombé des nues quand j'ai lu un certain nombre d'articles, en particulier des articles qui qualifiaient l'exposition, et ça a été en gros titre dans le Journal de l'Art, je crois, de provocation. Alors là, je ne savais absolument pas de quoi on parlait. J'ai imaginé une exposition, tu l'as rappelé, dans la lignée de ce que j'ai eu l'occasion de faire depuis pratiquement mes premiers pas dans le domaine de l'art, puisqu'avant même d'être dans les musées, tu t'en souviens peut-être, le premier véritable job que j'ai eu en sortant de l'université était celui de rédacteur en chef d'une revue qui déjà articulait les arts visuels et la littérature. J'ai dit bien la littérature, pas la critique déjà. Donc je suis resté d'une certaine façon fidèle à cette ligne-là. Et là, il me semblait que le titre de l'exposition répondait d'avance à ce type de critique possible. Puisque, alors c'est pas une ironie du tout, c'est pas une provocation, c'est pas un lapsus lacanien. L'exposition s'intitule Bacon en toutes lettres. Donc il était bien question des lettres dans cette exposition. C'était le sujet même. Le problème, c'est que visiblement, les lettres en question n'étaient pas les bonnes. Je m'en suis rendu compte. Alors, pourquoi ai-je eu à cœur de dissimuler ou de transformer ce qui, habituellement, envahit les expositions, on en a parlé et on en reparlera, une tendance contemporaine à l'inflation de textes sous l'effet d'un certain nombre de raisons qu'on va expliciter au fil de ce débat, j'imagine, mais là, j'ai pris le parti de les transformer, c'est-à-dire de leur donner une autre forme. J'ai été surpris de lire que, apparemment, cette exposition apparaissait comme une sorte de croisade ou de manifeste contre la pédagogie, contre l'explication, qu'elle revendiquait, tu l'as dit, une sorte de posture un peu prétentieuse ou élitiste. Tout ça m'est tombé vraiment des mains, littéralement. Parce que, en regardant les choses en détail, après coup, je suis retourné dans l'exposition en me disant « mais qu'est-ce qui cloche là-dedans ?» Et j'ai vu qu'il y avait en fait un déficit là que j'incombe, si tu veux, au service pédagogique du musée, au graphisme, etc., qui était une annonce à l'entrée de l'exposition, vous l'avez peut-être tous remarqué, qui était goodbye les podcasts, non, goodbye les audioguides, bonjour les podcasts. Le truc absolument abscon. On ne savait pas de quoi du tout il s'agissait. Or, il y avait derrière ça quelque chose sur lequel je me suis penché, et qui est, alors là pour le coup, absolument dans la lignée de ce que je dois
considéré comme étant le devoir sacro-saint d'une institution publique envers son public, c'est-à-dire la médiation et la pédagogie. Et là, j'ai pas ménagé mes efforts pour cette exposition, puisque j'ai rédigé un album qui donne des analyses de chacune des œuvres, des véritables cartels développés, mais encore plus longs qu'un cartel développé. J'ai enregistré avec le service audiovisuel du Centre Pompidou toute une série de visites virtuelles où je lisais ces fameux cartels. J'ai réalisé avant l'exposition une conférence d'1h30 à la demande des adhérents du musée qui est online sur le site du Centre Pompidou. J'ai conçu un film de 10 minutes qui explique par la voix de Bacon lui-même ce qu'étaient ses intentions ultimes et ce qu'était sa relation à la littérature. J'en passe et des meilleurs, et tout ça est en principe accessible sur le site du Centre Pompidou. C'est podcastable gratuitement par tous les visiteurs, accessible sur les smartphones, par Internet, etc. Donc la médiation et la pédagogie étaient là, simplement elle avait pris une autre forme. Alors ça nous amènera sans doute à poser la question, est-ce qu'aujourd'hui on est à ce point drogué, malgré nous, pour des raisons qu'on pourra expliquer en faisant un petit flashback historique, pourquoi le visiteur aujourd'hui, ou le commentateur d'une exposition, éprouve-t-il le besoin quasi viscéral de rattacher une œuvre visuelle à un texte? C'est une question qui a ses fondements et ses raisons historiques, on verra. L'autre chose, alors plus fondamentalement, c'est quelle est au fond la nature des textes qui sont légitimement accollables à une œuvre visuelle et à une peinture en particulier. Et ça aussi, c'est un autre débat qui va nous amener, je pense, assez loin. Bon, alors on commence très mal, puisque Didier n'a pas répondu à la question que je lui ai posée. C'est, Didier, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de texte dans ces salles, alors que d'habitude, dans tes expositions, il y en a? Alors, pourquoi? Parce que le propos même de l'exposition, qui était celui, vous l'avez compris, des relations d'une nature très particulière de Francis Bacon avec ses sources littéraires, supposait au dire même de Bacon que ces liens étaient de nature fluctuante, impalpable, très subjective, lui suggérant des flashs et autres. Il n'y a pas, et c'est Bacon qui le dit, dans sa relation à la littérature, de littéralité. Il n'y a pas d'illustration. C'est le mot sans doute auquel Bacon s'oppose le plus systématiquement dans les interviews avec David Sylvester. Pas d'illustration. Il est sur un autre type de relation. C'est cette relation de nature poétique, plus subjective, que j'ai imaginé suggérer aux visiteurs. En leur disant, on va parler d'art à art. Le texte d'Eschyle, le poème de T.S. Eliot, nous met dans une sorte d'état où il nous inspire un certain nombre d'images. On en retrouve des fragments ou pas dans l'œuvre de Bacon, peu importe. C'est cette relation-là complexe, aléatoire, qui suppose un certain effort, qui ne passe pas nécessairement par l'intellection basique, par le commentaire, qui était à l'origine de cette exposition qui se voulait, et qui se veut encore, expérimentale de ce point de vue-là. Deuxième argument, c'est un argument de pudeur. Bacon, toute sa vie, et les arguments de Bacon sont nombreux puisqu'il a beaucoup parlé, et tout ça a fait l'objet de nombreuses publications, a toujours expliqué, et c'est un des rares, à avoir à ce point formulé une véritable phénoménologie de son œuvre à l'adresse du spectateur. C'est lui qui parlait d'ouvrir les vannes de la sensation, c'est lui qui parlait de solliciter le système nerveux, et tous ceux qui se sont attachés aux commentaires de l'œuvre de Bacon ont exprimé cette pudeur. Je pourrais vous citer, mais je ne vais pas vous accabler dès maintenant, un passage du texte de Jonathan Little, qui raconte dans Triptyque, un ouvrage qu'il publie en 91, comment une conservatrice du Prado lui dit « Mais qu'est-ce que j'aimerais que Bacon soit là pour m'expliquer ce qu'il y a dans ce tableau ?» Et Jonathan Little, qui a bien lu les interviews de Bacon, lui répond catégoriquement « Ça ne servira à rien, il ne pourrait rien vous dire, il n'y a rien à dire, rien à comprendre, il y a juste à éprouver, il y a juste à ressentir. Arrêtons là avec le discours. » Donc la position de Bacon parmi les peintres du XXe siècle est une des plus puissamment ancrée dans le refus du commentaire. Donc on se doit, quand on est commissaire, d'une certaine façon de respecter aussi l'intention des artistes. Il n'y a pas de raison de les enfermer dans des gaines théoriques ou dans des discours à la noix. Surtout avec Bacon, il y a cette orientation particulière de l'exposition qui, je le répète, est expérimentale. C'est la première fois, je crois,
qu'on expose de cette façon-là la littérature dans une exposition d'art visuel, imaginons redoubler. J'ai pensé à un moment, quand j'ai entendu ces critiques, je dis bon ok, appelons un graphiste plutôt qu'un communicant et demandons-lui de mettre une flèche monumentale entre la salle où est lu l'Orestie d'Eschyle et le tableau qui s'intitule Triptyque inspiré par l'Orestie d'Eschyle. Je pense que là, les choses seront assez claires pour ceux qui doutent encore des relations entre le texte et l'image. Alors, on va se tourner vers notre spécialiste de la communication, alors pour voir s'il se reconnaît dans ce portrait qu'on dresse des spécialistes de la communication et ce qu'il a pensé de la visite de l'exposition, François. Bon, alors, d'abord, c'est pas une bagarre, c'est un débat. Chacun va son rôle, là. Donc, d'abord, j'ai visité l'exposition. J'ai visité 2 fois. J'ai visité une fois seul, on va dire, et j'ai visité une deuxième fois avec vous. J'étais dans le groupe des journalistes, et je vous ai suivi pendant l'exposition. Et je vous ai écouté, je vous ai entendu, et c'est d'avoir vécu les explications que vous donniez sur un certain nombre de tableaux que vous considériez comme importants et qui étaient des étapes importantes dans cette visite et qui correspondaient d'ailleurs à des œuvres qui étaient inspirées par les textes qui étaient eux-mêmes lus dans le dispositif très intéressant de l'exposition que vous avez mis en place. Et effectivement, c'est peu habituel, peu banal et expérimental selon vos termes. Et en vous suivant et en vous écoutant, j'étais là, je me disais, ah quel dommage. C'est passionnant, c'est érudit, c'est intéressant. Et comme tout un chacun, quand on a un référent, il y a quelque chose qui vous nourrit, eh bien, le regard sur l'œuvre était enrichi. Et sans rien perdre du premier impact qu'elle avait eu sur moi à la première visite et même à la deuxième visite. Donc, de cela est né des remarques auprès d'autres qui avaient visité l'exposition dans d'autres circonstances. Et quand même, il y a eu une récurrence qui était extrêmement forte. Non pas de déception, mais de frustration. Alors pourquoi une frustration? Parce que peut-être que votre dispositif est parfaitement intelligent, mais qui demande peut-être un engagement assez fort pour pouvoir aller au bout de la démarche, ne correspond pas peut-être à la façon de consommer tout simplement ce type d'exposition. Alors je me rappelle, il y a 15 ans, quand j'ai monté Communicart, d'abord les gens me disaient Communicart, mais ne pensez pas, c'est un oxymore, il n'y a pas besoin de communication. Alors que 80% du travail des galeries ou de bien des acteurs du monde de l'art, c'est une question de communication et de marketing, qui ont été considérés comme des gros mots. Et moi je disais, non, alors si on veut employer d'autres choses, on va dire, plutôt que marketing, on va dire faire savoir, enfin savoir-être sur son marché, et plutôt communication, on va dire faire savoir. Mais c'est exactement de cela dont il s'agit. Et en l'occurrence, pour cette exposition, la frustration était présente chez beaucoup de gens qui m'en ont parlé très très spontanément. Donc je trouve toujours ça extrêmement dommage. Et j'ai toujours à l'esprit que, quelle que soit l'initiative d'un émetteur, et vous êtes dans une position d'émetteur, c'est-à-dire que vous avez un projet de monstration, et vous avez une architecture intellectuelle qui vous fait dire, fondée sur l'histoire même du peintre et de sa posture, que la meilleure façon et la plus fidèle de présenter les choses, et avec intelligence, c'est de la présenter telle que vous l'avez présentée. Ensuite, ça c'est une position d'émetteur. Il y a la position du récepteur. Et parfois, il y a un décalage profond entre ce qui peut être parfaitement légitime dans votre position et la façon dont les gens consomment et reçoivent la chose, et ils peuvent passer à côté. Or, et c'est pas pour faire un jeu de mots, mais le contrat de lecture de l'exposition, il y a toujours un contrat de lecture quand on présente quelque chose, est extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Et demande un engagement extrêmement fort. Alors je me rappelle d'une grande galeriste parisienne à qui j'expliquais pourquoi je montais Communicart et tout. En l'occurrence, j'essayais de lui donner un exemple en disant, vous savez, pour qu'il y ait des collectionneurs, il faut qu'il y ait des amateurs. Et pour qu'il y ait des amateurs éclairés, il faut qu'ils comprennent. Et la réponse qu'elle m'avait faite, elle m'a dit, oh François, écoutez, ils n'ont qu'à faire un effort. Bon. Je ne suis pas dans cette démarche. Je suis dans une démarche qui est assez simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un public fait le geste de venir quelque part, on appelle ça un don. Un don de soi, un don de son temps, un don de son attention. Et on vient. Et je pense qu'à ce moment-là, que ceux qui l'accueillent, c'est-à-dire que ce soit un lieu, une exposition ou un commissaire, enfin en tout cas le dispositif qui est consacré à son accueil, doit absolument être conçu sur le mode et sur l'intention de ne laisser personne sur le bord du chemin.
Donc que le dispositif soit accessible à une certaine catégorie, et c'est parfait. Mais qu'il y ait un espace pour certaines catégories qui n'ait pas été prévu ou organisé pour rattraper ou accompagner et les amener au niveau de lecture que vous souhaitez, et dont je comprends la richesse et l'intérêt, est quelque chose qui me semblait un défaut dans l'ensemble. Donc c'est une question technique, mais c'est aussi une question de... Je termine là-dessus, mais c'est une question de présence à l'esprit constante de la façon de communiquer quelque chose à un public quel qu'il soit. Une anecdote, je me rappelle d'une fois à la Biennale de Lyon, il y avait des cartels qui étaient extrêmement textués et qui étaient abscons. Et à l'époque, je les avais photographiés, j'avais proposé à un journal de les publier et de reproduire à côté un texte intelligible, mais qui disait la même chose, mais qui était intelligible. Bon, ça ne s'est pas fait, mais ça pourrait se faire. Ailleurs, il faudrait que je le propose à nos amis, à Fabien Simode, par exemple. Bon, voilà, je vais terminer là pour que tout le monde ait la parole, mais disons, c'est la position que j'ai sur cette question. Non, mais donc, pour qu'on comprenne, tu trouves que ce dispositif était trop complexe et exclut, finalement, donc il est élitiste, dans le sens où il exclut, en tout cas, une partie du public qui attend, d'après toi, ces explications et qu'elles apparaissent simultanément aux œuvres dans l'espace d'exposition. Mais disons que en tout cas pour moi, c'était manifeste par l'intérêt que j'avais trouvé à la visite qu'avait organisée Didier Ottinger et les 3 minutes, 4 minutes qu'il passait devant chaque tableau, mais qui étaient suffisamment explicites, érudites et fondées pour dire que ça faisait en fin de compte 25 lignes et que si ces 25 lignes avaient été là, tout simplement, ça aurait permis à d'autres de pouvoir avoir une vision enrichie de l'œuvre. Voilà. Bon. Vous voulez... Non, mais si tu veux répondre rapidement, puis après... Oui. Donc je rappelle que cette information existe, qu'elle existe dans une forme qui est celle du podcast, qui a été choisie pour des raisons qui correspondaient à l'exposition, à sa nature elle-même. Deux questions suite à votre intervention. Est-ce que le cartel développé et le panneau de salle sont aujourd'hui les supports les plus indiqués pour informer dans une exposition? On voit qu'aujourd'hui, c'est une sorte d'addiction du public. C'est d'ailleurs un moment, ce qui m'avait frappé, quand cet endroit existait encore, la Pinacothèque. J'avais visité une exposition et j'avais remarqué qu'ils avaient, eux, développé un système pédagogique pléthorique. Il y avait des textes partout et ça faisait la partie du succès de fréquentation de ces expositions. Donc j'en suis arrivé à la conclusion qu'effectivement, c'était une attente du public qui avait capté cette institution dont les finalités n'étaient pas purement désintéressées, si on veut. Donc ça m'avait frappé. Est-ce que le cartel, d'abord, est la bonne formule? On voit bien que quand on met un cartel développé, on a des débats sans fin aujourd'hui avec les services pédagogiques de nos musées qui nous disent que le public vieillissant, il faut grandir la taille des cartels. Donc si on veut être assez explicite à propos d'une œuvre, on va se retrouver avec un placard qui fait 1 mètre sur 1 mètre. Ça crée des engorgements, des invisibilités des œuvres, etc. Imaginons qu'il y a des moyens plus modernes, à l'ère de la dématérialisation des journaux, des livres, etc., pour délivrer cette information que, je répète encore, nécessaire et avec laquelle je n'ai pas du tout de problème. Premier point. Deuxième point plus fondamental, qu'est-ce que ça dit? De quoi on parle? Vous parlez de l'intellection ou de la compréhension des œuvres. Quelle est la vocation ultime d'un musée? Peut-être, c'est peut-être un peu tôt pour aborder cette question-là au milieu du débat, mais qu'est-ce que c'est un musée? Ça fait longtemps que je me pose la question, puisque c'est quand même mon activité quotidienne, et je suis arrivé à la conclusion quand même que le musée est là pour enseigner au public ou pour délivrer au public un type d'information qu'il n'aurait jamais par ailleurs. Il expose des objets qui sont d'une nature dont on parlera un peu plus loin, qui sont totalement étrangers à toute l'économie précisément de la communication. Des grands sémiologues se sont intéressés à cette affaire, Roland Barthes en particulier. Il est arrivé à expliquer la publicité pour les pas de Panzani, mais devant un tableau, il a échoué. Et il en est convenu. Les œuvres sont porteuses d'un autre type de message, en gros, si on veut parler de message. Ça a été formalisé depuis l'invention d'une science qui s'appelle l'esthétique au XVIIIe siècle, par Baumgarten, qui disait, effectivement, je viens fonder une science du sensible.
Est-ce que le musée n'a pas comme vocation première d'enseigner ceci ? C'est-à-dire de dire à ses visiteurs, il y a d'autres objets qui vont vous dérouter, qui vont vous affoler, qui vont vous inquiéter. Et cela, il faut s'y exposer. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ça m'amusait presque de dire, l'exposition de Bacon, finalement, quand j'y pense maintenant, ça peut vous choquer, c'est une exposition qui tend à exposer les visiteurs à l'œuvre de Bacon, et pas tant exposer Bacon aux visiteurs. Et je crois que ça serait assez conforme à ce que Bacon aurait souhaité, en fait. Donc, qu'enseigne la médiation ? Quels sont les mots les plus adéquats pour expliquer quoi à propos d'une œuvre ? Et là, mes citations, j'en ai 2 pleines pages si vous voulez, et c'est Roland Barthes, et c'est Hubert Damisch, et c'est pour finir Gilles Deleuze. Et tous sont d'accord pour dire, il n'y a rien à dire. Il y a à soumettre dans les meilleures conditions, et c'est pour ça que cette exposition, moi je la trouve assez réussie de mon point de vue, parce que j'ai fait un double effort qui me semble être le programme minimum auquel devrait s'astreindre tout conservateur de musée, choisir les meilleures œuvres, celles que je pense être les meilleures, et les présenter dans les meilleures conditions. Et mon boulot s'arrête là. Après, si on veut aller sur Internet, suivre une conférence, écouter des podcasts, soit. Mais admettre et enseigner au public dans cette société aujourd'hui qu'il y a des objets irréductibles au discours, qu'il y a des objets qui fonctionnent sur une autre modalité d'adresse aux spectateurs que la communication ou la propagande, alors on a fait notre boulot. Mais... Alors, merci. On a fini par avoir la réponse qu'on attendait. C'est-à-dire que la bonne réponse, c'est pas toutes ces explications, vous les trouvez sur les podcasts et sur Internet, mais il faut surtout pas d'explications. Donc j'ai bien. Non, mais je résume, mais c'est pour dire qu'effectivement, on avait bien pressenti que dans cette exposition, il y avait quelque chose de plus manifeste que ce qui pouvait y apparaître. Alors je me retourne maintenant vers Marion Bataillard, parce qu'on n'a pas la chance d'avoir Francis Bacon avec nous, mais on a la chance d'avoir une grande artiste peintre qui est Marion Bataillard, et elle a l'avantage sur Bacon d'être bien vivante et d'être là ce soir et de pouvoir nous dire le point de vue des artistes. Ça me semblait naturel dans une maison comme la DHGP, qui est la maison des artistes, de tous les artistes, que la voix de l'artiste soit représentée, puisque l'artiste est concerné au premier chef par tous ces débats. Et je pense que la meilleure question que je pourrais poser à Marion pour rebondir sur ce que Didier Ottinger vient de dire, c'est qu'est-ce que toi tu dis, ou qu'est-ce que tu entends plutôt quand tu dis il n'y a rien à dire. Alors tu vas quand même nous dire quelque chose, mais est-ce que tu te reconnais dans ce mantra ? Oui, a priori ma pente naturelle c'est d'être plutôt d'accord avec Monsieur Ottinger. Tout ça est assez compliqué en même temps, c'est des questions à étage alors. Et j'avais envie de reprendre ce que disait mon voisin. Admettons que je prenne pour argent comptant sans discuter, bien que ce soit en soi-même discutable, mais cette intention louable de ne laisser personne sur le côté, est-ce que de leur donner des explications, ce n'est pas leur faire croire, est-ce que ce n'est pas les laisser aussi sur leur... ceux qui restent sur le côté restent de toute façon sur le côté, même avec des explications, parce qu'en plus, ils croient qu'ils ont eu quelque chose, alors qu'ils n'ont fait l'expérience de rien. Et est-ce que, de mon expérience personnelle, ce n'est jamais avec une explication affichée sur un mur, autoritaire, que j'ai accédé à des langages qui m'étaient inconnus, ou que je me suis mise à comprendre des choses qui sont un peu inexplicables. C'est pas avec des médiations explicatives et pédagogiques en fait. C'est beaucoup dans des discussions, dans des rapports humains, dans des choses qu'on nous dit qu'on ne comprend pas du tout. Bon, voilà. Mais justement, je pense que c'est intéressant et ça rebondit pour moi sur ce que disait Didier Ottinger, sur ce qu'on attend d'un musée. Je voudrais le formuler un peu autrement et peut-être tu pourrais, toi, répondre la première. Mais est-ce que déjà, nous, dans nos expériences intimes, personnelles, de ce qui nous a amenés vers l'art, parce que contrairement à ce qu'un certain nombre de gens pensent et disent sur les réseaux sociaux, on n'est pas tous des héritiers, on n'est pas tous des gens qui venons de familles où on nous a initiés à l'art dans le biberon. Donc, est-ce que l'amour, moi, c'est la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que l'amour de l'art, justement, peut être transmis par des explications ? Ou comment est-ce que toi, je ne sais pas de quel milieu tu viens, mais comment toi, finalement, tu as rencontré l'art ? Est-ce que c'est passé par de la compréhension ou de l'incompréhension ? Bon, moi, c'est spécial parce que je fais de la peinture. Et donc, tout mon rapport à l'art passe par le fait que je fais de la peinture et je veux faire de la peinture. Et donc, j'ai un projet. Et je me suis souvent fait la réflexion que je ne comprenais pas du tout la façon dont les gens s'intéressent à l'art, c'est-à-dire les gens qui eux-mêmes ne sont pas artistes, comment ils s'y intéressent, qu'est-ce que ça leur apporte, je ne sais pas. Donc je suis un peu étrangère aussi à ça. Mais
C'était quoi ta question ? Comment tu t'es intéressé à l'art ? Comment tu as rencontré l'art ? Ah oui. Comment tu pourrais dater ce déclic ? Comment il s'est produit ce déclic pour toi, cette attirance pour l'art ? Bah oui, mais du coup, moi, c'était par ma pratique, et du coup, j'étais obligée de m'intéresser à ce qu'il y avait autour de moi. De la peinture, tu savais que la peinture existait, tu as quand même été attiré par l'art avant d'en faire. Presque pas. Parce que justement, je croyais que j'allais faire de la communication. Mes parents étaient d'accord pour me payer des études de communication et pas du tout des études artistiques. Et en fait, comme aux Arts Déco de Strasbourg, on fait de tout au début. Et du coup, j'ai bifurqué. Mais du coup, ma rencontre s'est faite vraiment dans la pratique. Je n'avais pas d'idée avant. Mais ce que je disais, c'est que de mon expérience, en tout cas, c'est jamais grâce à des explications autoritaires. Enfin, je dis autoritaire parce que le cartel me semble un peu autoritaire. Enfin, il l'est de fait. Que j'ai accédé à quoi que ce soit. Alors, quelle est, en tant qu'artiste, quelle est ta relation au langage de médiation et au langage sur les œuvres ? Par exemple, toi, est-ce que tu aimes expliquer ton travail ? Est-ce que tu l'expliques ? Comment tu le présentes ? Parce que dans les écoles d'art, par exemple, même si tu n'as pas été aux Beaux-Arts de Paris, aujourd'hui, par exemple, le discours d'un artiste sur son propre travail est largement pris en compte dans l'évaluation scolaire qui en est faite. Oui, je suis assez sceptique vis-à-vis de l'inflation de textes explicatifs généralisés que désignait Didier Ottinger. Effectivement, ça a tendance à... Enfin, après, ça dépend ce qu'on dit, parce qu'on peut dire des choses à côté, on peut dire des choses sur... Moi, ce que je dis en général aux gens qui viennent visiter mon atelier, par exemple, c'est que je n'ai rien à leur dire a priori, mais que s'ils ont des questions, on aura certainement plein de choses à se raconter. Pardon. Reprends-moi ta question. Non, mais moi, ce qui me surprend toujours, c'est que si on pense que... D'abord, j'ai tendance à penser que si on s'intéresse, si on cherche à comprendre, il vaut mieux s'intéresser à autre chose qu'à l'art. Oui. Me semble-t-il, il y a beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de domaines dans lesquels on peut comprendre plein de choses. L'art, ça me paraît effectivement plus mais en même temps, c'est quand même comme une espèce de langage un peu spécial, parce qu'on accède à c'est vrai qu'on accède à des niveaux de compréhension qu'on n'avait pas avant. Moi, je me rappelle très bien de la façon dont je percevais les choses, mais c'est plus qu'un langage, parce que c'est tout un système de perception, en fait. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut s'inculquer... Enfin, c'est très fin, quoi. Et je me rappelle très bien de la façon dont je percevais des choses au tout début de mes études. Certains professeurs pouvaient me faire des réflexions qui n'avaient aucun sens. Et des années après, on comprend, mais comment... C'est toujours... c'est comme c'est toujours compliqué de savoir comment je ne sais pas finir. Est-ce que, d'après ton expérience, ta pratique d'artiste, est-ce qu'il y a des éléments constitutifs de l'œuvre qu'on aurait besoin de connaître et qui ne sont pas dans l'œuvre, que je ne pourrais pas deviner en regardant attentivement ton œuvre? Alors, il y a toujours, j'imagine dans toute œuvre d'art de la part de l'artiste un désir d'universalité qui fait ce fantasme-là de ne pas de pouvoir se passer complètement de la contextualisation et d'un langage extérieur à l'œuvre elle-même, il est présent. Après, il est aussi à relativiser, parce que nous restons des êtres humains à une époque donnée, enfin, et ce désir d'universalité, il est là, disons, comme fantasme qui guide, quoi, mais il s'incarne rarement comme absolu, à part si Dieu arrive et nous fait une révélation. Mais du coup, quand on s'intéresse à une œuvre, oui, on va creuser, on va chercher des infos de biographie, d'époque, et le rapport à l'histoire est toujours très important. Oui, je ne sais pas si je te réponds. Si, absolument. Mais alors, tout à l'heure, j'insistais sur la dénomination d'explication qui serait simultanée à la découverte ou à la vision des œuvres, parce que là, je vais me retourner peut-être vers François Blanc. Je pense qu'une des raisons qui a cristallisé un peu de la colère ou de la surprise autour de cette exposition, c'est le fait effectivement que les explications, puisque Didier Ottinger nous a expliqué qu'elles étaient présentes, mais finalement ailleurs, dans un autre temps. Je vais regarder la vidéo avant d'aller au musée, ou je vais peut-être écouter le podcast après être allé voir l'exposition, mais le temps de l'exposition, ce sera un temps uniquement consacré finalement à l'art.
et aux œuvres. Et effectivement, je pense que c'est cette absence de texte simultané dans l'exposition qui, effectivement, choque un certain nombre de gens. Alors, une réflexion assez basique a été faite aussi sur les réseaux sociaux par des intervenants. Ça a été de dire, mais quand je vais au cinéma, on n'arrête pas le film pour m'expliquer ce qui est en train de se passer. Ou quand je vais à un concert, pareil, on n'arrête pas l'orchestre pour m'expliquer ce qui est en train de se passer. Je peux lire le programme avant ou après, mais pendant, on me laisse tranquille. Alors, François Blanc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? D'abord, je ne suis pas pour des cartels autoritaires, je suis pour qu'il y ait de la radio en permanence quand on regarde un tableau pour avoir une explication. Je suis collectionneur, je ne demande pas des explications aux artistes quand je réagis sur une œuvre et que j'ai envie de l'acheter et de la mettre sur un de mes murs. Donc, non, je ne suis pas du tout dans cette attitude-là. C'est tout simplement, j'ai pu constater moi-même une frustration chez toute une série de personnes après la visite de l'exposition. Et je pouvais témoigner moi-même de la profondeur de cette frustration dans la mesure où j'avais pu goûter le plaisir d'une visite avec vous devant chacun des tableaux sur lesquels vous aviez pu vous exprimer. Donc c'est de ce décalage-là, entre d'un côté la frustration de certains et le plaisir que j'avais pu ressentir, qu'est né le sentiment qu'il y aurait eu un outil simple, après dont on peut discuter la forme et tout, et je ne suis pas pour la folie des cartels, vous l'avez bien compris, qu'il manquait tout simplement là un pont pour que la satisfaction soit plus complète pour les visiteurs. Mais le problème surtout, c'est que ça rentrait en résonance avec beaucoup d'autres expériences, que ce soit au Palais de Tokyo ou ailleurs, où on se retrouve bien souvent dans des situations de présentation d'œuvres contemporaines où la lecture de l'ensemble, là par contre, est relativement difficile et où beaucoup d'explications manquent et où la médiation parfois est extrêmement déficiente. Bon. Là, on était aussi, avec cette exposition Bacon, dans une situation de monstration historique et qu'on le veuille ou non, c'était borné historiquement, une période, une référence, la question de la littérature, toute une série de choses qui, tout simplement, mettaient assez spontanément le visiteur en disposition d'attendre quelque chose de peut-être plus pédagogique et donc de se retrouver à ce niveau-là dans une certaine déception sur ce plan-là, de ne pas être suffisamment accompagné et que les outils de médiation sophistiqués qui ont été mis en place n'étaient pas suffisamment accessibles ou perceptibles au premier niveau de lecture. Voilà. C'était pas annoncé tout simplement pendant quelques semaines. Voilà. Voilà, bon. J'avoue que c'est assez paradoxal parce que là, on parle effectivement d'un hiatus qui peut être aussi creusé, on peut l'analyser, qui projette sur Francis Bacon une frustration qui vient de l'art contemporain. C'est intéressant parce que ça signifie aussi où est-on allé dans l'art contemporain, quelle est la nature de cet art contemporain qui impose, lui, absolument un mode d'emploi, etc. Et c'est paradoxal parce que Francis Bacon est un artiste qui n'appartient pas rigoureusement à ce monde-là, qui entend, lui, précisément s'adresser plutôt, on l'a dit une première fois, au nerf du spectateur plutôt qu'à sa connaissance de l'histoire de l'art ou sa connaissance de la postérité de Marcel Duchamp. C'est quand même paradoxal. Ce que ce débat a apporté d'intéressant, selon moi, et s'il doit apporter quelque chose, c'est pas sur une définition radicale quant à l'usage des cartels, des textes d'accompagnement de la pédagogie ou ça. Je pense qu'il en faut, encore une fois, je le dis, dans une forme qui est peut-être à réinventer, mais ça permet quand même de mesurer qu'on est peut-être allé trop loin. Et c'est ce que j'ai ressenti, moi, au fur et à mesure de mes visites d'exposition dans les années passées. Et ça m'a fait penser à un phénomène qui a déjà existé dans l'histoire de l'art, qui est analysé par un grand critique américain, qui est Harold Rosenberg, qui fait un texte en 1974 qui s'intitule « L'art et les mots » et qui explique comment l'art contemporain est en train de devenir, selon ses propres mots, une sorte de centaure, mi-mot, mi-fait matériel. Et pourquoi les choses sont-elles en train d'évoluer de cette façon-là pour lui dans l'art d'avant-garde ? Différents niveaux de lecture, mais une des raisons qu'il invoque, c'est la nouvelle génération d'artistes, celle qu'on va appeler les minimalistes, les conceptuels, qui, dit-il, sont tous d'éminents étudiants diplômés de Yale ou de Harvard. Des gens qui sont des théoriciens, qui connaissent parfaitement l'histoire de l'art et qui résolvent avec leur pratique artistique un certain nombre de questions laissées en suspens par l'historiographie moderne. Et ce que j'ai vu, moi, depuis un certain nombre d'années, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, c'est l'arrivée
dans les musées d'une pensée qui est portée généralement soit directement, soit indirectement par le monde universitaire. De plus en plus d'expositions sont confiées à des commissaires qui sont issus du monde universitaire et qui développent des thèses. Et souvent, ce qu'on voit, c'est effectivement des textes pléthoriques, et c'est surtout, ce qui me pose un problème, des œuvres qui deviennent des sortes de notes en bas de page d'une pensée générale globalisante, qui sont généralement d'un intérêt esthétique assez mineur, mais c'est normal. Si on veut qu'elles soient dociles au discours qui va les mettre en boîte, il faut qu'elles soient relativement faibles. Bacon, pour le faire entrer dans un discours, il faut se réveiller, il faut y aller, il faut oser. Écrire à côté de Bacon ce que Bacon a voulu faire, plus le temps passe, plus moi j'aurai des réticences à le faire. Donc il y a ce phénomène-là quand même qu'il est bon peut-être d'analyser pour se dire effectivement, soyons prudents. Certes, c'est nécessaire, mais faisons attention. Ne dénaturons pas les objets d'art en les prenant dans la toile d'araignée d'une rhétorique de type universitaire, pour caricaturer. Oui, surtout que là, on parlait de pédagogie. Je pense que c'est le terme que François a utilisé. Donc moi, je comprends très bien la frustration qu'on peut ressentir de ne pas avoir cette explication plus ou moins autoritaire. Mais finalement, est-ce que, si on parle vraiment de pédagogie, est-ce que, on le sait aujourd'hui, si on parle justement de technique de pédagogie, est-ce que c'est pas plus efficace, finalement, d'aller chercher l'impulsion chez celui qui va apprendre, finalement, et qui trouve de lui-même des réponses, plutôt que de lui asséner les réponses. Parce que finalement, quand on est dans une phase d'apprentissage, on parle de pédagogie, est-ce que le fait de te donner la réponse toute cuite comme ça dans l'exposition, si tant est qu'il y a une réponse, c'est la meilleure manière. Par ailleurs, moi je pense qu'on pourrait aussi objecter que ce qui est excluant, c'est de faire penser aux gens qu'il y a quelque chose à comprendre. Parce que ça pourrait les laisser sur le côté, alors que si on leur dit finalement il n'y a rien à comprendre, ce que vous allez ressentir, ce que vous allez vivre dans l'exposition, c'est votre forme de vérité dans votre relation à l'œuvre, est-ce que c'est pas moins excluant ? Mais c'est surtout trompeur, parce que ça pourrait laisser entendre au public qu'effectivement une œuvre d'art peut se déchiffrer de façon exhaustive. Or, si c'était ça, les artistes s'appelleraient des dessinateurs de paquets de spaghettis. C'est pas la même chose. Et donc faire imaginer aux spectateurs qu'il y a là quelque chose de définitif à comprendre, c'est les tromper sur la nature de l'objet. Qu'ils sont... Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que la démonstration de votre visite infirme ce que vous êtes en train de dire. Non, mais attendez, la démonstration de votre visite infirme ce que vous êtes en train de dire, puisque vous avez su, en 3 minutes, en 4 minutes, devant chaque œuvre, tenir un propos parfaitement intéressant, parfaitement fondé, parfaitement historicisé, et qui... Je suis désolé, mais je l'ai vécu. Oui, oui. Et les autres, et les journalistes qui l'ont vécu avec moi, l'ont parfaitement remarqué. Ensuite, on pourra regretter qu'ils n'aient pas fait suffisamment l'effort, mais en tout cas, ont pris plaisir et ont gagné et ont été enrichis dans leur perception de l'œuvre. Donc, vous l'avez fait vous-même. Donc, oui, mais je l'ai fait par nécessité. Non. Oui, je suis désolé. Mais je l'ai fait par nécessité et par devoir, mais je suis conscient de ne rien avoir appris. Quand je dis que Bacon, en 1939, assiste à une représentation de la réunion de famille de T.S. Eliot et que c'est la première fois qu'il est en contact avec Eschyle et que, je ne dis rien sur les tableaux de Bacon. C'est peut-être intéressant, mais ça ne dit rien de ce que Bacon a voulu faire et a voulu dire. Comment ? Mais parce que ça fait partie du cirque et on est payé pour ça. Mais je suis conscient en disant cela de ne pas toucher l'essence du message de Bacon. C'est ça, mais on ne vous demande pas de toucher l'essence. On vous demande néanmoins, est-ce que vous croyez que le mystère, est-ce que vous croyez que jamais vous allez toucher le mystère par vos paroles ? Non, vous n'allez pas le toucher. Mais vous allez faire que les gens vont s'y intéresser à cet objet-là. Oui, mais je le dis encore une fois, j'ai passé le temps qu'il fallait pour sélectionner les propos de Bacon qui me semblaient, dans le petit film qui est monté dans l'exposition, résumé par la bouche de Bacon lui-même, tout ce qu'est son intention artistique et sa relation à la littérature, c'est là, dans la bouche de Bacon, et je pense que ça éclaire... C'est à la fin, c'est au début, enfin je veux dire... non, c'est pas... Oui, c'est à la fin, mais bon, quand même. Mais bon, il y a un album qui est là, qui offre tous les commentaires possibles. Il y a... Non, mais sur votre téléphone, vous pouvez prendre le podcast et vous écouter mon commentaire devant les tableaux.
Bah, ça viendra, parce que c'est comme ça que les choses semblent évoluer aujourd'hui. Hein. Quand c'est pas les photos, c'est... Et parce que le cartel, je vous l'ai dit, pose des problèmes pratiques qui sont liés à sa visibilité, liés au phénomène d'engorgement qui provoque de la part du spectateur où vous avez un attroupement et vous voyez plus l'œuvre qui est derrière, parce que d'une certaine façon, il met en parallèle deux niveaux d'information qui me semblent pas être de même nature. On ne décode pas un tableau comme on lit une recette de cuisine. C'est autre chose. Et il faut dissocier, je pense, les niveaux de communication, ceux que l'on propose dans une exposition, qui est une expérience spécifique. C'est pour ça que le mot qui me semble le plus important dans votre bouche, ça a été celui d'expérience. Vous communiquez une expérience. Et c'est celle qu'on essaie de suggérer aux spectateurs. Vas-y, Marion. Je veux juste faire une réflexion toute simple, mais en fait, aussi, les gens sont différents. Ils ont des modes de fonctionnement dans leur cerveau différents. Il y a des gens qui fonctionnent plus sur une perception auditive, visuelle, et tout ça, ça a des conséquences énormes dans la manière d'appréhender le réel. Et du coup, il y aura toujours des désaccords sur comment comment l'expérience advient, quoi. Oui, mais la question reste celle de l'apprentissage de cet objet spécifique, avec son vocabulaire spécifique, qui s'appelle une œuvre d'art et un tableau en particulier. Est-ce qu'on peut, par des voies qui sont celles de la pédagogie, du commentaire ou de l'information, délivrer quoi que ce soit comme information sur cet objet-là, sur son émission, sur son... Moi, en tout cas, mon expérience, quand je fais visiter des expositions, ou que je suis dans des expositions que j'organise, c'est que ceux qui viennent demander des explications sont toujours ceux qui n'ont pas regardé. C'est toujours des gens qui traversent l'espace et qui se plantent devant moi en disant « expliquez-moi ». Donc, effectivement, c'est un petit peu déroutant. Et je voudrais juste rapporter un mot. Quand je m'occupais de la galerie Météo, j'exposais un excellent artiste qui s'appelle Jean-Luc Millen, que Didier Ottinger a exposé aussi au Sable d'Olonne. Et il refusait de donner des explications aux gens. Donc les gens venaient à ses vernissages ou venaient à ses expositions, lui sautait dessus en disant « expliquez-moi ». Et il avait toujours la même réponse. Il disait « écoutez, moi j'ai mis 5 ans à faire ce qu'est là. Voilà. Donc vous pouvez prendre 5 minutes, ou peut-être même une demi-heure, ou peut-être même 1 heure, et après on en parlera. Une fois que vous aurez fait, vous, votre travail de regardeur, parce que moi j'ai fait mon travail d'artiste. » C'est quand même symptomatique de constater que, en ce moment, par exemple, le MoMA a réouvert, il consacre un espace au choix effectué par un artiste dans les collections du MoMA. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a même pas un cartel. Là, on n'est même pas au texte explicatif, il n'y a pas de cartel. Dans l'exposition actuellement du Centre Pompidou consacrée à la rétrospective de Christian Boltanski, il n'a pas voulu le moindre cartel. C'est quand même symptomatique. Les artistes entendent nous dire, lorsqu'on les laisse s'exprimer, que leurs œuvres suffisent à véhiculer le message qu'ils ont voulu y mettre. Mais c'est évidemment radical. Je crois que si on va dialoguer avec le public, continuer à dialoguer avec le public, mais je pense quand même que si cette exposition cristallise ce type de discussion, c'est aussi parce qu'elle arrive après 30 ans de grands efforts qui ont été faits en matière de démocratisation culturelle et du rôle du musée, qui n'ont peut-être pas tout à fait porté les fruits qu'on en attendait, puisque si on en croit les études sociologiques qui sont faites sur le public des musées, globalement, ce sont toujours les mêmes privilégiés qui vont dans les musées. Et même si on voit, nous tous, quand on visite des expositions, pléthore de classes, que nos enfants vont voir des expositions, alors que moi, quand j'étais enfant à l'école, on ne m'a jamais emmené voir la moindre exposition, et bien, bizarrement, toutes ces explications qui sont données, et Dieu sait que les médiateurs, il y en a, on entend, je pense tous, quand on visite des expositions, des textes de médiation qui parfois sont intéressants, parfois sont affligeant. Il faudrait fuir plutôt d'ailleurs les gens qui s'intéresseraient à l'art, mais en tout cas, force est de constater qu'apparemment ça ne produit pas des nouvelles générations d'amateurs d'art. Donc ce qui est quand même, je pense aussi, parce que dire il faut que les gens comprennent, bon, ça peut être un but en soi, encore que Marion l'a dit, est-ce que vraiment la compréhension de l'art serait un but en soi, mais je pense que derrière ce première étape, il y a l'idée d'amener des nouvelles générations d'amateurs ou de développer la relation du public à l'art. Est-ce que François Blanc pourra peut-être répondre à ça, est-ce que d'après toi, les explications sont efficaces, marchent pour développer des nouvelles générations d'amateurs d'art ? Je ne sais pas si ce sont les explications qui développent les générations d'art. Ce que je sais, c'est que ce qu'on pourrait appeler l'art-culture, c'est-à-dire ce qui est en train de se développer aujourd'hui dans la société, est quelque chose qui commence à prendre une importance très forte. Il y a déjà 15 ans, on pouvait penser, c'est la raison pour laquelle je me suis penché professionnellement sur la question
que la question de l'art allait devenir, et du marché en particulier, allait devenir considérable, et je crois qu'on ne s'est pas trompé, ceux qui pensaient ça il y a 15 ans, que plus on allait vers la dématérialisation, plus on allait vers le virtuel, plus on allait vers la location plutôt que la propriété, la seule chose qui allait rester tendanciellement et avec une valeur d'unicité, c'était l'œuvre d'art, et que ça allait avoir une importance assez phénoménale, que la libre circulation des hommes, la mondialisation, enfin tout ce qu'on tenait avec la mondialisation, allait aussi considérablement favoriser la diffusion des œuvres et l'approche des œuvres, que la question de l'art allait devenir de plus en plus importante dans la question de l'identité des peuples, l'identité des continents, la reconstruction des sociétés fracturées, et que donc là aussi les institutions allaient avoir un rôle considérable, non seulement culturel mais aussi économique, touristique, et on voit à quel point partout, il y a des centaines de musées qui, depuis 10 ans, 15 ans, ont été construits et qui sont encore en projet. Donc on est face à quelque chose de tout à fait, qui n'a jamais existé à ce niveau-là, de tout à fait considérable, et qui fait qu'on peut assister, par exemple, à des expériences comme la Pinacothèque, où vraiment il y avait une affluence considérable de gens même qui n'avaient jamais été dans des musées, ou qu'on peut constater avec des entreprises comme Yellow Corner, qui parfois est vomi par le milieu de l'art, mais qui aujourd'hui considère ses boutiques, ses magasins comme des galeries, elle les appelle des galeries, et dans lesquelles des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes vont acheter des œuvres à pas cher. Constater tout simplement que quand il y a une fiançaille, quand il y a un anniversaire, eh bien aujourd'hui les gens se collectent sur Litchi ou ailleurs pour acheter une œuvre de Yellow Corner en grand format, et ça me fait dire quoi? C'est que je constate qu'il y a des gens qui tournent leurs yeux vers quelque chose qu'ils considèrent comme une œuvre d'art, et que ça, c'est nouveau, et c'est assez massif. Donc je me pose la question tout simplement que les sachants réfléchissent tout simplement à aider tous ceux qui tournent leur regard vers les œuvres d'art à en savoir plus, tout simplement, ou tout simplement à comprendre la question de l'expérience, ou comprendre même ce que vous dites dans la proposition qu'il aurait faite dans une monstration. Mais tout simplement, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et on le voit même, je veux dire, par rapport à il y a 20 ans ou 25 ans, c'était les chanteurs qui parlaient de la société, c'était les groupes qui parlaient de la société, ou qui étaient critiques par la société. Aujourd'hui, ce sont les artistes qui sont en train de remplacer les protest songs et autres artistes. Les artistes sont devenus de l'entertainment, et l'art et les artistes deviennent des acteurs de critique de la société, et on le voit cela massivement, et ça parle considérablement à la jeunesse. Donc il y a quelque chose fondamentalement qui est en train de se passer, qui est pas, que je résumerai pas sous le terme de démocratisation, parce que c'est bizarre, il n'est pas question de démocratiser l'art, il est tout simplement question de partager le plus possible avec tous ceux qui en ont envie, l'amour de l'art. C'est juste cela que je dis. Voilà un plaidoyer. On va revenir vers le public. Voilà, ici, peut-être. Alors, beaucoup de mains. On va vous donner des micros pour que tout le monde vous. Ah voilà, pardon, c'est ici. Non, mais ça, on va commencer par Madame. Bonsoir, plutôt. J'amène peut-être une expérience de terrain. Moi, je suis face publique. J'ai été face publique pendant 15 ans en tant que médiatrice. Voilà, j'aime pas du tout ce terme parce que dans l'idée de médiation, il y a l'idée qu'il y a une guerre entre le public et les œuvres d'art et qu'on serait chargé de la résoudre. Ce qui, a priori, ne se passe pas du tout. Et j'ai été aussi face publique, face à un public très, très souvent extrêmement éloigné de l'art. Et en fait, je partage très largement, très 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 largement le point de vue de Didier Ottinger, et je trouve absolument passionnante l'exposition et la manière dont les commentaires, qui n'en sont pas finalement, proposent une véritable expérience de visite au public. Et je l'en remercie. Voilà, moi j'ai été face à des publics REP+, ZEP, etc. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tous les discours et toutes les explications
dont on parle depuis 1 heure maintenant ou un petit peu plus, ce sont des explications qui sont revendiquées et demandées par en fait des gens qui sont très très proches de la culture, qui en sont des experts et qui en connaissent parfaitement les codes. Et dans une volonté de partage et de démocratisation culturelle, ils présupposent des besoins de ceux qui en sont exclus. Et il faut savoir que les besoins de ceux qui sont éloignés de la culture sont très proches des nôtres, qui en sont très proches, parce que je pense que dans cette salle, on est tous très très proches de la culture. On est tous un public extrêmement favorisé. Et effectivement, l'expérience de l'art que vous proposez, Monsieur Ottinger, dans l'exposition autour de Francis Bacon, je pense que les gens éloignés de la culture en ont fondamentalement besoin. Et tous les textes qu'on peut produire, j'en ai produit des milliers, tous les discours explicatifs, j'en ai fait aussi des heures, sont absolument inopérants face à ce dont vous parliez, qui est cette merveilleuse étrangeté des œuvres d'art, le silence qu'il y a quand on est face à elles, de toute façon, qu'on soit archi expérimenté en art ou très éloigné, il y a toujours ce moment absolument vertigineux. Et je pense que ce moment vertigineux, peut-être c'est ça qu'il faudrait essayer de transmettre. Et il faudrait rassurer peut-être le public et lui dire juste c'est normal, vous n'allez rien comprendre, il n'y a rien à comprendre et je n'expliquerai rien. Et moi, je dirais que dans les 10 dernières années de ma pratique, après avoir galéré 3 ou 4 ans face à un public très éloigné, j'ai décidé d'arrêter d'expliquer. Et il s'est passé des choses extraordinaires. Et en fait, les publics très éloignés sont tout à fait capables de regarder une œuvre d'art. Encore faut-il mettre des conditions qui sont des conditions pour moi de temps, des parenthèses, des choses très impalpables et compliquées à mettre en place. Mais finalement, on est sur un très très mauvais chemin quand on revendique à corps et à cri, nous qui sommes une classe profondément bourgeoise, d'expliquer et de donner des explications à ceux qui n'en ont jamais eu. Je pense que c'est une erreur absolument fondamentale. Voilà, je ne parle pas trop longtemps parce que je suis très bavarde. Merci pour cet étonnant et très intéressant témoignage. On va revenir à vous après. Bonsoir à tous. Simon Coe, ancien galeriste nomade et désormais directeur artistique d'une start-up qui fait de la médiation à travers le digital et l'humain. Je voulais revenir sur je pense qu'il y a un point d'intérêt qui est finalement partagé, quel que soit le point de vue, c'est finalement un intérêt du public, une demande du public pour les cartels. Derrière, en fait, c'est une demande, un besoin finalement d'outils, d'accompagnement, de clés de lecture. Je pense que derrière la médiation, ce que les gens recherchent, et vous l'avez dit, Monsieur Blanc, vous avez dit que ce qui vous avait plu, c'était pas les textes éventuels, c'était le plaisir de la visite, et c'était finalement le côté humain, la transmission de quelqu'un qui, pendant, je sais pas, 1 heure, vous a partagé sa passion, vous a transmis un certain nombre de choses, des explications parfois, des ouvertures sur d'autres choses, et c'était ce plaisir de la visite. Donc finalement plus le côté humain que se raccrocher à un texte explicatif. Donc je pense qu'il y a ce besoin de transmission de clés de lecture. Et quand Madame vous interpelle sur la compréhension et le mystère, je pense qu'on peut s'interroger aussi sur les termes. On a parlé de compréhension, on n'a pas parlé d'interprétation du tout. Je pense que dans la médiation, il y a un gros travail à faire finalement pour donner des clés de lecture pour permettre à chacun de produire sa propre interprétation. Et c'est pour ça que je me retourne vers Madame qui a parlé du mot de mystère en disant « Pensez-vous qu'avec vos explications, vous allez éteindre le mystère ?» Mais ma question, et vous pourrez y répondre, c'est est-ce que vous, quand vous êtes dans une exposition, vous cherchez à comprendre le mystère et à le révéler, ou est-ce que vous cherchez par vos interprétations à l'enrichir, ce mystère? Et je pense que ça, c'est une question qu'on peut se poser, le mystère de l'œuvre. Est-ce qu'en cherchant à le comprendre, on ne cherche pas finalement à le circonscrire et donc à l'éteindre, et plutôt qu'à se demander, moi, visiteur, avant de me raccrocher au cartel, qu'est-ce que je vois de cette œuvre? Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce que je lui dis? Et comment mon interprétation va peut-être enrichir ce mystère? Et donc, donc il y avait cette interpellation, et je voulais ouvrir l'idée aussi que le thème du débat de ce soir, c'est
la médiation dans l'exposition. Et je pense qu'une clé importante de la compréhension de ce besoin du public, c'est d'aller chercher au-delà de l'exposition. C'est une réponse à Madame qui dit finalement il faut déjà avoir des codes pour aller dans l'exposition. Et quelqu'un s'interrogeait tout à l'heure en disant, mais je crois que c'était vous Stéphane, en disant que après 30 ans d'outils et de démocratisation dans les expositions, qu'est-ce qui fait qu'on retrouve toujours les mêmes publics? Parce qu'en fait, cette médiation, elle est pratiquée dans le lieu même de l'exposition où les mêmes personnes qui sont déjà intéressées, déjà amateurs d'art, se rendent. Or, la problématique, en tout cas sur laquelle nous on travaille avec Artify, c'est d'aller toucher les gens qui, de toute façon, ne se rendent pas au musée ou en galerie. C'est-à-dire les gens qui disent, et on en rencontre tous les jours, vous savez, moi, l'art, d'abord, c'est cher, c'est loin, j'ai pas le temps, et puis vous savez, j'y connais rien, donc c'est pas pour moi. Et donc faire ce travail de médiation en amont du musée, en amont de l'exposition, pour aller transmettre des codes simples, et je pense qu'une des clés, au-delà de l'explication, c'est la mise en confiance de chacun par rapport à sa vision. C'est-à-dire, les gens sont complexés, ils se disent que ce qu'ils pensent de l'œuvre, ce qui leur vient à l'esprit tout de suite, là, en voyant l'œuvre, c'est pas la bonne réponse, c'est sûrement pas le message de l'artiste, donc vaut mieux pas l'exprimer. Or, en fait, faire ce premier travail de dire, face à cette œuvre, qu'est-ce que vous voyez, le premier mot qui vous passe par l'esprit, valoriser cette parole-là, et d'en faire un début, un commencement d'interprétation, travailler sur la description de l'œuvre avec la personne, c'est aussi lui permettre d'appréhender l'œuvre, de produire son propre discours, et petit à petit se détacher du cartel, de l'explication, pour y revenir peut-être plus tard, en disant abordons l'œuvre en tête-à-tête, puis dans un second temps, ouvrons les portes vers l'artiste, vers le mouvement, vers son cadre historique, etc. etc. Voilà, donc je voulais ouvrir sur la médiation en amont ou en aval, en dehors de l'exposition et du musée. Ou non, enchaîner peut-être un petit peu, puis après on répondra à l'ensemble. Bonsoir, je suis responsable des publics au FRAC Île-de-France, donc le débat m'intéresse. Peut-être la première chose que je veux dire, c'est qu'au FRAC Île-de-France, mais au plateau, qui fonctionne plutôt d'ailleurs comme un centre d'art contemporain, il n'y a pas de cartel au mur, volontairement. On est plutôt sur un journal d'exposition parce que, effectivement, gravé dans le marbre, un texte, c'est donner la sensation au public qu'il n'y a qu'une seule manière de voir les choses. Et donc, moi, j'essaye de favoriser justement par l'équipe de médiation, qui sont tous des professionnels. Donc, ça m'amuse parce que j'entendais dire oui, la médiation, les médiateurs, c'est pas toujours. C'est une petite aparté là que je vais faire, mais il y a aussi une différence entre surveillant de salle, médiateur, c'est un vrai métier. L'équipe au FRAC Île-de-France, c'est des personnes qui ont des parcours qui sont artistes ou qui ont fait des parcours artistiques ou théoriques, et que c'est pas forcément le petit boulot pour manger. Et donc, c'est un vrai métier qui consiste en l'accompagnement du public, s'il en a envie, dans sa réflexion autour des œuvres. Mais l'idée, c'est pas de lui donner tout cuit, tout cru, une explication autoritaire sur l'œuvre de chaque artiste. Donc voilà, je voulais juste préciser que c'était un métier, et plutôt un métier de débat. Et pour moi, l'exposition d'art et les œuvres d'artistes contemporains permettent de faire naître la discussion et le débat sur notre société aujourd'hui. Et les lieux d'exposition devraient être des lieux qui vivent et qui permettent l'ouverture à la discussion. Chose qu'un texte autoritaire sur un mur ne peut pas forcément favoriser. Mais effectivement, il manque dans beaucoup de lieux des réflexions sur quels sont les nouveaux outils pour ouvrir sur ces discussions, comment porter la parole d'un artiste qui n'est pas présent dans l'exposition. Est-ce que c'est par des vidéos, des podcasts, des interviews, comment aussi favoriser l'expérience de l'œuvre pour l'œuvre, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'expositions avec des points de vue de commissaires, mais j'ai l'impression que M. Ottinger essayait quand même de remettre l'œuvre au centre
de l'expérience de l'exposition, ce qui est quand même un point de vue très intéressant aujourd'hui. Et puis le troisième fil de réflexion, c'est aussi qu'il y a des critères muséologiques, muséographiques très très forts, je pense, dans des institutions comme le Centre Pompidou. On a vu, on voit dans des centres d'art contemporains où les choses sont peut-être un peu plus libres, les formes aussi de médiation peuvent l'être. Et ou comme Marion, j'ai vu votre exposition à Jeune Création où il y avait juste les noms d'artistes écrits au crayon sur le mur et il y avait un texte. Si on avait envie de le prendre, on pouvait le prendre, mais on n'était pas obligé. On pouvait aussi vivre l'expérience dans l'espace. Voilà, donc je suis d'accord avec tout le monde et, et il faut réinventer la médiation, je pense. On va écouter Jean-Michel Alberola qui a quelque chose à dire. Je vais pas parler très longtemps parce qu'il faudrait des kilomètres de. En gros, ce qu'on dit, c'est ce que disait René Magritte, artiste belge à Marcel Broutard. Il lui a dit en 1974, il lui a dit finalement ce que vous faites c'est de la sociologie. Donc Magritte a raison. Et Broutard aussi a raison. Broutard se place du côté de la sociologie. Donc à partir de 72, donc l'art change, on passe sur une autre planète, quoi. Et donc ce qui se passe aujourd'hui là dans cet échange, c'est que d'abord à propos de Bacon, là on parle de tableau, quoi. On parle de peinture, quoi. Et donc on n'est pas du côté de ce qui s'est passé à partir on va dire 70, quoi. C'est autre chose. Donc là, quand on va voir des expositions, je sais pas, ou Karl André, ou je sais pas, comment il s'appelle, Huyghe, enfin bon, des gens comme ça, on peut prendre toute l'étendue comme ça de ce qu'on appelle l'art contemporain, qui est un peu comme l'aquarelle, quoi, parce que moi je vois il y a des étudiants à l'école des Beaux-Arts qui m'ont dit je veux faire de l'art contemporain. Donc après il y en avait d'autres qui disaient je veux faire de la peinture abstraite. Donc l'art contemporain c'est vraiment une catégorie artistique très très précise. Donc là il est possible qu'on ait besoin de médiation, de tout ça parce que ça va avec, quoi. C'est le même truc, quoi. C'est le même cirque. Comme tu as dit très justement, c'est le même truc, quoi. Donc moi je vais voir les expositions au Palais de Tokyo, j'ai besoin d'explications pour comprendre qu'est-ce que c'est le bordel que je vois, quoi. Je veux savoir d'où ça vient, etc. Alors, donc, on en revient à l'exposition de Francis Bacon. Donc, c'est une exposition absolument exemplaire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une exposition exemplaire dans le sens où elle laisse les choses à leur place. C'est-à-dire que d'un côté, on a la littérature, de l'autre côté, on a les tableaux de Francis Bacon. Si on ne comprend pas, en prenant le temps de voir l'exposition, que ce dont parle Bacon, c'est une certaine violence du monde, qui parle de tous les problèmes dont il parle très clairement tout le temps dans ses interviews, c'est qu'on est naze, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller à Beaubourg, de payer 10 €, de faire la queue 2 heures, je sais pas quoi. On n'a pas besoin de cartel, on n'a pas besoin d'explication. Après, si Didier fait une visite de l'exposition que monsieur a entendu, etc., ça c'est un supplément. Le supplément, il est sur Internet, tout ça. Il est du côté de là où vous avez voulu les mettre, quoi. Parce que le reste, on n'a pas besoin du tout de ça. Moi, je m'en fous complètement. Je lis jamais les textes quand je vais voir une exposition de tableaux qui présente les peines. Jamais lu aucun texte. Après, je pense que c'est exactement le même texte dont parle Deleuze, c'est-à-dire l'art n'a rien à voir avec la communication. C'est ce qu'il dit, c'est ce que va lire tout à l'heure. Voilà. Après, moi, pour finir, c'est-à-dire qu'on est en train de parler, on parle de comprendre. C'est pas le mot comprendre. C'est pas ça. Le mot ne va pas. On ne va pas voir des expositions pour comprendre. Je ne vois pas où est le truc, là. C'est pas ça. Après, l'interprétation, dès que vous commencez à interpréter, vous êtes mort. Donc, c'est simplement, on a un sentiment. Lorsqu'on voit l'exposition de Bacon, c'est un sentiment qui est très précis. Et c'est ce que va dire Bacon à la fin de l'expo quand il en parle, quoi. Le truc est clair, quoi. Donc je ne vois pas les gens qui gueulent contre ça. C'est-à-dire, de quoi parle-t-il? Ensuite, le dernier truc, donc c'est un texte que j'ai amené, qui a été écrit en 1937 par Georges Sale. Georges Sale, donc conservateur du musée du Louvre, c'est un des créateurs de la nouvelle muséographie, etc., etc. Alors il dit, voilà, donc en 1937, il écrit ça, 1938. Donc le rôle d'un musée est, dit-on, d'être éducatif.
comme s'il n'avait jamais été autre. Il l'était en effet, précise-t-on, mais pour l'élite. Il le sera désormais pour les masses. À cette fin, tout ça c'est entre guillemets, à cette fin, on se hâte de les priver de ce qui, jusqu'alors, séduisait une soi-disant élite. On y substitue une sorte de leçon de choses à laquelle seuls, paraît-il, sont capables d'atteindre les facultés encore bornées de ces masses. Celles-ci ne tarderont pas à s'apercevoir qu'on leur soustrait ainsi l'essentiel. Lorsque des objets possèdent une valeur plastique, ils détiennent une telle force suggestive qu'il est plus aisé de la rendre perceptible que d'en détourner l'attention. Voilà, il dit ça, Georges Sale en 1937. Donc en 1937, c'est le moment où, avec Georges-Henri Rivière, avec Cassou, tout ça, ils vont créer le musée d'art moderne de la ville de Paris, etc., etc. Voilà, donc c'est juste ça pour finir, mais moi je ne vois pas où est le problème aujourd'hui. D'un côté, on a quelqu'un qui parle de contrat de lecture, et ça, je ne sais pas ce que c'est qu'un contrat de lecture, c'est très très mystérieux pour moi, mais ça veut dire que l'art est vraiment, il est passé à autre chose, quoi. Si vous parlez de contrat de lecture, c'est qu'il est passé à autre chose, mais ça ne s'applique pas à l'exposition Bacon, hélas, ou heureusement. Mais est-ce qu'avant, il n'y avait pas un consensus peut-être plus fort sur le fait que l'œuvre d'art était non seulement polysémique, mais peut-être même qu'on pouvait jamais en épuiser le sens? Et effectivement, peut-être que dans la peinture, c'est quelque chose qui est plus facile à admettre que dans ce que vous appelez l'art contemporain. Non, mais la peinture, c'est juste une question de surface, quoi, c'est tout. Est-ce que la surface est réussie? Est-ce que la surface est dense? Il y a une telle densité dans les tableaux de Bacon. De toute façon, on fait le parallèle avec Giacometti, c'est exactement la même histoire. Giacometti et Bacon, c'est exactement le même problème. Et pour Giacometti, mis à part les dates, moi je regarde les dates, c'est-à-dire il a rencontré un tel à telle période, il a lu tel bouquin à telle période, tout ça. Après, le truc, je le fais tout seul, quoi, parce que j'ai été à l'école, c'est tout. Donc j'ai l'impression que les gens n'ont pas été à l'école. Mais alors après, qu'est-ce que tu m'as posé comme question là? Juste sur la polysémie, est-ce que finalement... La polysémie, elle existe, je sais pas, dans les œuvres de Bruce Nauman, de Joseph Beuys, de Kooning, ou je sais pas quoi. Non, de Kooning, c'est un peintre, ça va pas, mais je sais pas, Joseph Kossuth, tout ça, il y a aussi une polysémie, pareil. Non, parce que là, en plus, on parle plutôt d'artistes contemporains ou vivants, donc c'est vrai qu'il y a cette idée aussi, on l'a entendu, de porter la parole de l'artiste, voire de porter la parole de l'artiste en son absence. Donc, Marion, est-ce que l'artiste a vraiment besoin qu'on porte une parole au-delà de ses œuvres? Non. Non, mais c'est pas... Parce que parallèlement, on parlait juste avant de monter ici sur cette estrade de l'exposition Gréco qui est actuellement au Grand Palais, et on voit effectivement quand on va dans une exposition d'art ancien, quand on va voir Gréco, on n'a aucune idée de ce que Gréco a voulu dire. Il n'a pas écrit ce qu'il voulait faire, on ne sait même pas vraiment quand il a peint les tableaux, où il était, pourquoi il les a peints comme ça, et finalement c'est bien le regardeur qui est obligé de faire ce travail de recherche, puisqu'il n'y a pas de parole de l'artiste à porter. Oui, parce qu'en réalité, le problème est très simple, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit, quoi. Donc, donc, si on commence à penser à ce qu'on voit, on a la réponse. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous voyez, quoi? C'est comme, je ne sais pas, moi, lors des expositions que j'ai faites, il y a des critiques qui me demandaient, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire, etc. J'ai dit, j'en sais rien, moi, j'en sais rien. J'ai dit, c'est à vous de regarder les œuvres, parce qu'il n'y a pas que des tableaux. Et puis je dis, c'est à vous de penser, de trouver un sens, quoi, c'est tout. Mais en réalité, le sens est là, quoi. La grande gloire de la peinture, c'est que le sens est sur la surface, quoi, c'est tout. Je ne vois pas où est-ce qu'il peut être ailleurs, quoi. Après, on peut écouter Daniel Arras parlant des tableaux de Poussin, tout ça, mais ça, c'est un supplément qui est extraordinaire, c'est tout. Mais bon, on n'a qu'à acheter le bouquin de Daniel Arras. Je ne vois pas pourquoi l'exposition qui est de Bacon au centre, pourquoi cette exposition aurait dû faire tout ce boulot. Le boulot, il est là. Il est là. La seule critique la seule remarque que je ferais sur l'exposition, c'est que j'aurais préféré que l'entretien avec Bacon soit au milieu de l'expo. C'est tout, mais sinon... Je voudrais rebondir quelques instants sur ce que vient de dire Jean-Michel Alberola. Je veux dire, à la limite, ce qui aurait pu se passer, c'est qu'il n'y ait uniquement les tableaux de Bacon et qu'il n'y ait rien du dispositif. On pourrait dire ça aussi. Non, mais ce que j'appelle le dispositif, c'est tout simplement, il y a un choix du commissaire d'avoir organisé le dispositif autour... Non, mais c'est pas une critique.
Voilà. Bon, alors, je vais peut-être employer un autre terme, mais disons de l'organiser autour des références littéraires de Bacon, c'est ce que j'appelle le dispositif. Voilà, point. Ensuite, la façon dont il est organisé, c'est autre chose. À mon avis, il manquait, puisque la monstration est organisée de cette façon-là, il manquait quelque chose pour tout simplement rendre la chose plus facile de préhension pour un certain public. Bien. Ensuite, on peut dire non ou pas. Sinon, la solution aurait été uniquement de montrer les œuvres en disant c'est de telle date à telle date, Bacon a fait ça, on les voit et chacun ressent. Ce que j'admettrais parfaitement. Mais à partir du moment où on introduisait ce que j'appelle le contrat de lecture, c'est-à-dire autre chose, c'est-à-dire qu'on demande, non pas de façon autoritaire, mais de façon organisée, de penser à un certain nombre d'œuvres qui sont les références qui ont fait que Bacon a été inspiré et a traduit d'une certaine manière ses inspirations. Je veux dire, à partir de là, c'est là où je parle de... Non, c'est là où je dis, on demande à regarder à partir d'une proposition qui est Bacon en toutes lettres. Voilà, donc c'est... Et vous l'avez, voilà. Quand vous rentrez dans l'expo, vous avez une petite feuille qui produit tous les textes qui sont vus. Déjà, donc vous vous baladez avec la feuille. Toutes les personnes se baladent avec la feuille. Ensuite, vous rentrez dans des petites salles, vous entendez les textes. Et ça suffit comme truc. Ok. C'est juste, j'ai ressenti de la part d'une série de gens une frustration, donc la réflexion est là-dessus. Oui, mais vous parlez du contrat de lecture, mais la réponse, elle est dans le dispositif lui-même. Elle est dans la façon d'articuler précisément cette peinture et cette littérature, selon un mode qui n'est pas, encore une fois, celui de l'illustration qui offusquait Francis Bacon. Là, dans le dispositif même, vous avez la réponse. Simplement, il faut imaginer qu'effectivement, on n'est pas dans une sorte de linéarité pédagogique. Non, mais il ne s'agit pas de se faire découper sur ces propos. C'est tout simplement... J'ai constaté, et on a pu constater, et d'ailleurs je ne suis pas le seul puisque ça a fait l'objet de débats un peu partout, qu'il y avait juste une question qui se posait. Mon propos, c'est de réfléchir à comment résoudre cette question. Voilà. Peut-être la réponse, c'est de ne pas le résoudre et puis de le laisser vivre. Mais il n'y a pas de problème. Oui. C'est juste... Le fait que la question soit posée, en fait, nous intéresse parce qu'elle va nous amener, je pense, dans le futur, à prendre acte de ces problématiques, voilà, et de les résoudre de la façon la plus satisfaisante possible. C'est-à-dire, moi je souscrivais tout à fait à ce qui a été dit tout à l'heure, parce que je ne suis pas contre l'histoire de l'art, sinon je ne suis pas historien d'art, je n'aurais pas écrit des bouquins. Je crois à une formation et à une pédagogie de l'exposition en amont et en aval. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Et de ce point de vue-là, je vous rejoindrai sur une option fondamentale, parce que j'y crois fondamentalement, c'est que plus on est savant dans le domaine de la peinture, et plus notre plaisir est décuplé. Ça marche ensemble, bizarrement, ce truc. Plus on en sait, plus on jouit avec la peinture. Simplement, le tout est de savoir de quoi on parle. Une exposition, c'est une expérience en soi qui vise à exposer les visiteurs à l'intensité et au message spécifique des œuvres d'art. Ça, je crois que c'est une donnée qu'il faut essayer oui. Hop, au fond, voilà, on va continuer avec des expériences ou des témoignages. Merci. Je m'appelle Dorothée Sels et je suis moi-même artiste. En fait, je ne peux que aller dans le sens de ce que vient de dire Jean-Michel Alberola. Et ce qui me réjouit, en tous les cas, dans ce qui est dit maintenant, c'est qu'au moins on évoque cette chose très importante qui est tout simplement de regarder une œuvre, regarder une peinture, et qu'est-ce qu'on éprouve face à une peinture. Donc, je pense que la médiation dont vous parlez, en fait, les problèmes qui sont posés aujourd'hui, il faudrait les découper en différentes choses, parce que le plus important, à mes yeux et à mon sens, c'est justement ce que l'on ressent, ce que l'on voit, et combien de temps on peut passer devant une œuvre. Et je pense que c'est beaucoup plus important que toutes les explications qu'on puisse en donner, qui vont nous donner, évidemment, une information sur ce qu'aura pu faire Bacon à tel moment, avec telle personne, etc. Mais ça ne va pas, toutes les explications qu'on pourra lire ne vont pas nous donner la moindre chose par rapport à ce qu'on peut ressentir. Alors c'est un peu de ça dont on est en train de débattre aussi maintenant, non ? Il semblerait que les statistiques aillent dans le sens de votre argument. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de monde dans l'exposition Bacon et j'entends beaucoup de récits de spectateurs très émus. Mais voilà. Donc, si vous voulez, les mots qui sont employés maintenant sont importants. Vous, monsieur, vous parlez beaucoup de connaître, de comprendre.
Mais ressentir, c'est peut-être ça, mais oui. Mais je ne pense pas qu'on va ressentir mieux, excusez-moi, mieux ou plus, parce qu'on aura la connaissance de telle ou telle chose ou information sur Bacon. Alors, je voudrais juste vous donner, certainement pas une explication, mais un souvenir. La toute première fois de ma vie que j'ai été en contact avec Bacon, j'étais très jeune, j'allais souvent à Londres à cette époque, et j'ai découvert Bacon à une exposition à la Tête Galerie, à l'ancienne Tête Galerie, parce que la Tête moderne n'existait pas. Je n'ai aucun souvenir que dans cette exposition, il y a eu des cartels explicatifs. Il y en avait peut-être, mais si c'était du vivant de Bacon, il s'y serait sans doute C'était du vivant de Bacon, et moi-même, j'avais une vingtaine d'années. Et je dois dire que quand j'ai découvert cette exposition, j'ai eu un choc électrique. Enfin, vous parliez de nerfs tout à l'heure. J'ai eu un choc nerveux, un choc émotionnel, parce que cette peinture m'a parlé, m'a évoqué quelque chose. Un peu comme à l'époque, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'allais beaucoup à Londres, les concerts de rock m'électrisaient, mais il n'y avait pas de parole dans les concerts de rock, il n'y avait pas non plus d'explication. Donc ce que je veux dire par là, c'est que s'il s'agit, en parlant toujours de Bacon, de chocs qu'on peut recevoir et qui vous apportent quelque chose par rapport à ce qu'un peintre peut dire sur la société, sur tel ou tel sujet, là, on ne va pas évoquer les tableaux précis, ça peut se mettre en place très bien. Donc, concernant Bacon, ça m'était arrivé à ce moment-là. C'était peut-être une chance parce que j'étais là à ce moment-là. Mais pourquoi pas continuer cela en 2019 ? Donc, voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut voir, surtout, il faut regarder, et que l'observation, il n'y a pas mieux que l'observation d'une œuvre. Et le temps qu'on puisse passer, puisque précisément, souvent, on ne découvre des œuvres que par reproduction, si on ne peut pas se déplacer pour les voir. Et la reproduction est très utile, donc je ne suis absolument pas contre tout ce qui est la diffusion, la formation, etc. Mais si on a la chance d'être en face de l'œuvre elle-même, c'est important de passer du temps devant cette œuvre et de savoir ce que l'on peut ressentir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, je pense que c'est important de faire ce distinguo parce qu'on parle d'expérience et là, Dorothée Selge vient de parler de l'expérience des œuvres en vrai, oui. Ce qui reste quand même quelque chose de très oui. spécial et qui arrive notamment dans les unique. musées. Mais je trouve que justement cette expérience, par rapport à d'autres souvenirs qui ont été évoqués ici, se redouble effectivement pour les plus chanceux, parfois de l'expérience de visiter une exposition avec l'artiste et à ce moment-là oui. d'avoir aussi sa voix. Ce qui ne se substitue pas au tableau, mais vient évidemment enrichir la vision qu'on peut en avoir, et également ce que François Blanc finalement disait tout à l'heure, c'est-à-dire de le visiter avec le commissaire, ce qui est encore une autre forme d'expérience. D'ailleurs, c'est ce que Fabien Simode disait dans sa chronique en disant finalement le commissaire a lui-même sa propre création, finalement, qui est l'exposition qu'il a voulu faire, et il peut peut-être la transmettre. Mais justement, je pense que là où on se trompe un petit peu si on fait une confusion généralisée, c'est que justement quand on a la chance d'entendre l'artiste ou le commissaire, on est dans la transmission d'une passion. Parce que de faire la visite de l'exposition avec Didier Ottinger, qui a pensé cette exposition, qu'il a voulu, qu'il a imaginé, qu'il a réalisé, qui a passé 2, 3, 4, 5 ans de sa vie à faire cette exposition et qui est transporté par cette œuvre, ça n'est pas la même expérience que de lire un cartel sur le mur ou même de visiter avec une médiatrice professionnelle. Et je sais que c'est un métier. Donc je pense qu'il faut aussi faire le distinguo à l'intérieur même du discours qui peut accompagner les œuvres et non pas s'y substituer dans ces différences de langage aussi et d'expérience. Il y avait aussi, et donc tout cela sont différentes choses. Est-ce qu'on peut passer le micro au fond ? Bonsoir. Bien évidemment, on est tous d'accord pour dire que l'art, c'est une expérience, que c'est de l'émotion et qu'on n'est pas forcément obligé de mettre des mots. Mais je trouve que ce qui est assez étonnant, c'est que si, lors de la visite presse, il était nécessaire, dans ce cas-là, auprès des journalistes, donc un public ultra spécialisé, ultra à même de comprendre et de connaître l'œuvre de Bacon, pourquoi était-il nécessaire, à ce public-là en particulier, de faire une visite commentée ? Ça fait partie des usages. Oui, mais si votre propos était justement d'être au plus près de Bacon, de ne pas mettre de mots, de cartels, pour moi, il n'y avait etc. pas ce problème qui a éclos autour de l'exposition. Pour moi, il n'existait pas.
C'est tout simplement, c'est-à-dire, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire, il y a une exposition, j'ai livré des commentaires, des analyses, j'ai fait mon travail de pédagogue, etc. Simplement, ça n'apparaissait pas à l'entrée de l'exposition parce qu'on avait mis un cartel idiot, goodbye les podcasts ou je sais pas quoi. Mais c'est as usual. Cette exposition ne posait pas de problème pour moi. Elle remplissait le cahier des charges qui est celui d'un musée qui s'adresse à un large public, etc. Et dès lors, il n'y a pas de raison d'aller radicaliser le propos en me drapant dans le mutisme devant les journalistes. Pardon, Marion Bataillard voulait dire, je crois, quelque chose. Je vais juste répondre à la dame, mais que le monde est impur, c'est comme ça. Ça me paraît. Vous vouliez encore dire quelque chose parce qu'on va bientôt arrêter. Vous voulez dire quelque chose? Non. Alors je vous remercie beaucoup pour vos interventions. On va pouvoir les continuer autour. Pardon? Ah. Je me demande si encore une fois, je pense qu'on est ici entre initiés et que si les gens, je ne sais pas qui sont ces gens, nous sommes tous des gens, mais ont un désir, une volonté de médiation au sens large, c'est aussi parce que il y a besoin de codes pour évoluer dans la société, notamment pour monter dans la société, et que peut-être, je me dis, en vous écoutant, je suis plutôt venue en me disant, moi, que la médiation, c'était indispensable et nécessaire, et plus j'écoute, plus je doute, et plus je me dis que peut-être aussi on se trompe sur ce qu'on attend du musée, et que peut-être le musée doit rester cet endroit où on peut apprendre, mais où on doit surtout contempler, regarder, et que peut-être ce dont on parle là traduit un autre échec qui est peut-être celui de l'école, enfin de l'éducation, et qui est qu'on moi j'ai l'impression que le public dans un musée, en fait, il veut c'est pas qu'il ressent rien ou qu'il comprend pas, mais il a besoin de repères, il veut pouvoir situer un artiste par rapport à un autre pour quelque part, oui, voilà, pour avoir les codes et pour évoluer dans la société. Parce que quand on est, je ne sais pas, dirigeant d'entreprise, etc., on voit bien que, et c'est peut-être impur, mais que l'art devient aussi, bon, là j'invente rien, un instrument de distinction. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci aux intervenants. Je crois qu'on va pouvoir boire un verre. Et je voudrais juste, pour finir, sur une citation qui me semble assez appropriée de David Lynch, qui dit « Je me demande pourquoi les gens veulent que les œuvres d'art veuillent dire quelque chose alors qu'ils supportent très bien que leur vie à eux ne rime à rien ».